Dès leur première édition en 1580, les essais de Montaigne obtiennent un considérable succès. D'où ce succès provient-il? Sans doute d'une nouveauté et qui frappait tous les esprits. On n'avait au fond jamais lu un ouvrage semblable. Il y avait auparavant les confessions de saint Augustin, ce n'est pas une confession. Il y avait peut-être aussi d'autres recueils qui avaient précédé les essais. Il faut insister, n'est-ce pas, dans la production de la Renaissance, sur un double répertoire, si vous voulez, schématiquement, d'ouvrages qui, sans préparer directement Montaigne, l'expliquent souvent. D'un côté, les livres de civilité. À côté des traités de morale pesants, la Renaissance, suivant le mouvement de diffusion du livre et de l'instruction, a répandu des ouvrages dont le modèle bien connu est Le Courtisan de Castiglione et qui se proposaient d'instruire d'une façon plus plaisante, en même temps que le format même du livre en faisait des instruments plus maniables. Dans la ligne de ces traités de civilité pourrait, dans une certaine mesure, s'inscrire tel essai de Montaigne comme celui de l'institution des enfants. L'autre répertoire, c'est celui qu'on pourrait appeler celui des livres de mélange. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cet ensemble, tant il est complexe. Il s'agit d'ouvrages où on les intitule par exemple « Diverses leçons ». C'est le titre d'un ouvrage illustre de Pierre de Messy. On trouve des sujets analogues développés sous la forme de la lettre, par exemple dans les épîtres dorées de Guevara. Eh bien, de quoi parlent ces ouvrages? À en considérer le répertoire dans son ensemble, il parle exactement de tout. Il y a des livres où vous trouvez 3 pages sur le sel marin, suivi de 3 pages sur la flatterie, suivi de remarques soit sur tel détail historique, soit sur un bon mot. Ces livres ont été très lus. Ils ont représenté au XVIe siècle une source d'information. Nous aurons à voir tout à l'heure s'il y a une influence sur la forme même de l'essai, mais en ce qui concerne l'information de nos humanistes, aussi bien que de nos gens du monde, ceux qui lisaient, ces livres-là leur ont apporté un énorme matériel. Et naturellement, on trouve dans ce répertoire un peu tous les modèles de développement, depuis le simple catalogue, n'est-ce pas? Vous trouvez par exemple dans l'Officina de Ravisius Textor, pour commencer, un chapitre sur les différents genres de morts, tous les personnages mythiques ou historiques qui sont morts de telle manière, puis de telle autre manière, etc. Oui, c'est un procédé énumératif qui est très fréquent. Un pur et simple catalogue. C'est ça. N'est-ce pas? Vous avez tous les modèles de développement, depuis ceci qui est presque une simple énumération, jusqu'au contraire, tel livre comme les diverses leçons de Messy ou celles d'Antoine Duverdier ou d'un autre, n'est-ce pas? Ou de Beroald de Verville, où véritablement il y a des chapitres dont chacun prend un certain sujet, étoffant son développement avec des citations, avec des allusions, etc., mais faisant de véritables petites monographies, n'est-ce pas, sur telle ou telle question. Certaines pages des essais peuvent rappeler ce que vous venez de dire. Cependant, leur unité est dans la vie même, sans doute, de Montaigne, et peut-être les traductions du grec qui ont été faites par Amyot et qui sont aussi justement célèbres que possible, ont-elles déclenché chez Montaigne le sens même de son œuvre. En tout cas, Montaigne écrit « Nous autres ignorants étions perdus si ce livre, la traduction de Plutarque, ne nous eût relevé du bourbier. Grâce à lui, nous osons, à cette heure, parler et écrire. Les dames en régentent les maîtres d'école, c'est notre bréviaire. » Oui, eh bien, je crois que c'est tout à fait juste, n'est-ce pas, ce que vous dites là, et que cette importance extrême dans l'œuvre de Montaigne d'une présence des morales d'Amyot, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une traduction du Plutarque. En fait, il s'agit, dans l'extrait que vous avez donné, n'est-ce pas, d'une référence aux morales d'Amyot, et non pas seulement aux vies. Le livre était paru en 1572. Et Montaigne a pratiqué d'une façon constante le Plutarque d'Amyot. On peut parler d'une familiarité cordiale et permanente de Montaigne avec Amyot. Les deux hommes se connaissaient d'ailleurs. Nous savons qu'ils se sont rencontrés au siège de Rouen en 1562. Mais ce sont surtout dans les livres qu'ils se sont connus. Et outre la citation que vous donniez très justement tout à l'heure, nous avons plusieurs attestations dans les essais d'une pratique d'Amyot par Montaigne. En voici une que je vous livre au hasard. « Je n'ai dressé, dit Montaigne, commerce avec aucun livre solide, sinon Plutarque et Sénèque, où je puise comme les Danaïdes, remplissant et versant sans cesse.
un peu plus tard, Sénèque disparaît. C'est La ça. seule louange est pour Plutarque, n'est-ce pas? Quand j'écris, dit Montaigne, je me passe bien de la compagnie et de la souvenance de livres, mais je me puis plus malaisément défaire de Plutarque. Et dans Plutarque, ce qu'il retient, c'est ce que disait M. Saulnier tout à l'heure, c'est l'extrême diversité, c'est la constante disponibilité, si l'on peut dire, de Plutarque. Voici ce que dit Montaigne à ce sujet. Si universel et si plein, il parle de Plutarque, qu'à toute occasion, et quelque sujet extravagant que vous ayez pris, il s'ingère à votre besogne et vous tend une main libérale et inépuisable de richesse et d'embellissement. Donc, en même temps, pour Montaigne, Plutarque, le Plutarque d'Amyot, est à la fois une source de culture et une source de beauté. Je crois que c'est dans ce double sens-là qu'il faut le voir. Et il faut être sensible à ce mot de beauté que l'on évite souvent aujourd'hui, et à tort, car toute l'époque en est pénétrée. Oui, et je pense qu'il y a là une recette de beauté qui est puisée précisément par Montaigne dans Amyot. Il serait sans doute intéressant, c'est de pouvoir mesurer l'importance des emprunts de Montaigne ou Plutarque d'Amyot. Cette étude a été faite, elle a été faite par Villers. Avant lui, elle avait déjà été amorcée par Miss Norton Grace, par Sangronis, par Delboul. Et on a compté à peu près 400 emprunts, dont 200 pour les 2 seuls premiers livres dans l'édition de 1580. Et ces emprunts sont d'ailleurs assez variés. Par exemple, quand il s'agit d'emprunts qui sont faits aux vies, traduite par Amyot en 1559, j'ai pu constater qu'il s'agissait tout simplement d'une citation, n'est-ce pas? C'est un exemple qui est pris par Montaigne dans les vies de Plutarque. Mais quand il s'agit des morales, et c'est surtout aux morales, et plus spécialement dans les morales peut-être au fameux traité des apophthegmes, des dits des grands princes, rois, capitaines, que Montaigne va chercher sa pâture. Eh bien, dans les morales, les emprunts sont beaucoup plus nets et sont d'une nature tout à fait différente. Et les uns sont ce que j'appellerais volontiers des emprunts arrangements. Montaigne prend 4 ou 5 lignes d'Amyot, les arrange à sa façon, les embellit encore, si c'est possible, et il y ajoute une petite marque personnelle. Et dans d'autres cas, il se contente de l'emprunt littéral. Il le dit lui-même, n'est-ce pas? Je vais ici dérober les mots mêmes de notre Plutarque. C'est-à-dire, notre Plutarque, c'est Amyot. Personne Oui, parce que Montaigne lui-même ne parlait pas le grec. Montaigne lui-même ne parlait pas le grec, il le confesse. Et quand il a connu Plutarque, il l'a connu dans la traduction d'Amyot en 1559 pour Lévy, et entre 1559 et 1572, il a pratiqué des versions latines. Mais ces versions latines étaient épouvantables, d'où la joie de Montaigne, n'est-ce pas, quand la traduction française a pu lui rendre le Plutarque plus familier. Une traduction extrêmement élégante. Extrêmement élégante, et à telle enseigne que Montaigne, je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, la copie textuellement, il suffit de relire cet essai qui est le plus riche en emprunts, je pense à l'Apologie, et dans l'Apologie, tout le dernier passage dans lequel Montaigne reprend de Plutarque, une de ces pages qui me paraissent les plus belles de l'Antiquité grecque sur la grandeur de Dieu, eh bien, toute cette page est copiée littéralement à quelques petits changements, 2 ou 3 archaïsmes d'Amyot qui disparaissent chez Montaigne, mais est copiée littéralement de Plutarque. Et Montaigne, en agissant ainsi, n'avait pas le sentiment de commettre un larcin. Je crois que quand il introduit dans son texte, quand il insère, quand il enchâsse une perle comme celle d'Amyot, dans son texte, il sait que, mon Dieu, tout le monde ayant lu Amyot, tout le monde reconnaîtra que c'est de l'Amyot. Et l'emprunt est si manifeste qu'il n'a plus besoin, si vous voulez, d'être excusé. Maintenant, il y a Amyot d'un côté, et il y a de l'autre, si vous voulez, Plutarque malgré tout. Quel est celui qui a eu le plus d'influence sur l'œuvre même de Montaigne? Eh bien, il faut distinguer ici, je pense, le fond et la forme. Pour ce qui est du fond, Amyot n'a particulièrement pas d'idée. Il se borne à traduire, et à traduire très bien, beaucoup mieux qu'on ne l'avait dit jusqu'à présent. Mais ici, je suis heureux de citer un certain nombre de références qui sont faites par les hellénistes actuellement à l'excellence de la traduction d'Amyot. On nous avait toujours dit qu'Amyot, n'est-ce pas, était un traître. Eh bien non, Amyot n'est pas un traître, et assez souvent, on s'en rend compte de plus en plus, la traduction d'Amyot est la seule valable. Et quand Amyot erre, c'est en général qu'il n'avait pas le même texte dont nous disposons actuellement. Alors pour le fond, évidemment, Montaigne emprunte ses idées à Plutarque, qu'il lit dans Amyot. Pour la forme, alors je serais plutôt tenté de dire que Montaigne doit à Amyot. Tout à l'heure, on parlait de la forme de l'essai, et on disait que l'essai, n'est-ce pas, procédait sans doute soit des épîtres d'Orée, de Guevara, soit encore
des formes de dissertation, type les diverses leçons de Pierre de Messy, eh bien, à un moment donné de son existence, tout au début du moment où il a commencé à écrire, Montaigne a hésité entre les deux. Oui, c'est ça, c'est ce moment-là. Et il ne savait pas, n'est-ce pas, s'il allait faire des dissertations de type Pierre de Messy ou des lettres. Comme il n'avait pas de correspondant, sans doute, à qui adresser ses lettres, il a, pense-t-on, choisi, il a opté pour la forme de la dissertation. Mais je crois qu'en fait, l'explication, n'est-ce pas, de l'absence de correspondant n'est pas à retenir. Il a opté pour la forme de dissertation parce que c'était justement ce qu'il trouvait, cet ensemble d'exemples illustrant une idée, il l'a trouvé dans le Plutarque traduit par Amyot. Et je crois que la grande importance d'Amyot a été de déterminer d'abord Montaigne dans le choix même de la forme qu'il va donner à son essai. Maintenant, cette forme qui va avoir par la suite un tel succès, comment l'entendez-vous ? Eh bien, je pense qu'il y a ici deux formes des essais. Je ne dirais là rien d'original. Les premiers essais, tout le monde le sait, n'est-ce pas, ne sont que pure compilation d'exemples. On parlait tout à l'heure de ce goût de la somme, de la collection d'exemples, qui nous vient sans doute du Moyen-Âge et qui continue à travers Montaigne. Montaigne commence à collectionner des exemples. Puis, de même qu'il annote, n'est-ce pas, Montaigne est un annotateur de livres, n'est-ce pas? Il a annoté son Nicole Gilles, il a annoté son César, et dans les premiers essais, il y a de cette forme particulière de rédaction, n'est-ce pas, qui est le commentaire d'auteur en marge. C'est cela, d'ailleurs. Ces notes étant reprises et formant catalogue ou formant développement autour d'une idée. Oui, Montaigne dit quelquefois, n'est-ce pas, qu'ayant lu un livre qu'il n'a pas l'intention de reprendre, il le résume à la fin du livre, et ce petit résumé est assez souvent inséré dans tel ou tel essai du début. Donc les premiers essais sont absolument impersonnels. Et ce n'est que par la suite que les essais vont devenir plus personnels. On a compté très justement que dans le premier livre des essais, il y avait en tout un essai qui parlait de Montaigne, que dans le second livre, il y en avait 4, et que dans le troisième livre, dans l'édition de 1588, tous, sans exception, parlent de Montaigne. À quoi est dû ce changement ? Eh bien, je crois qu'on peut l'attribuer, peut-être pas totalement, mais tout au moins pour une bonne part encore, au Plutarque d'Amyot. Et surtout aux morales. Les morales ont habitué Montaigne à juger les actes des grands personnages dont il parle au point de vue de la morale, et non plus seulement au point de vue des grandes actions, au point de vue de la virtu, au sens italien, si vous voulez. Il les examine au point de vue moral, il les juge moralement. Et jugeant les autres moralement, il est entraîné à porter un jugement moral sur les autres, puis sur lui-même. D'où oui, ça, c'est d'où, dans un ouvrage qui pourrait paraître farci de citations et de références anciennes, une actualité à quoi les contemporains ont précisément été sensibles. C'est l'actualisation de l'Antiquité dans les épreuves qui sont celles de la guerre civile, des guerres religieuses en France. Oui. C'est une confrontation avec ça, son expérience personnelle. Et puis, dans les essais, n'est-ce pas, n'oublions pas cette part d'aveu personnel qui fait de Montaigne notre familier, ou plutôt qui nous fait les familiers de Montaigne, la même où les aveux qu'il fait n'ont pas tellement de valeur morale ou illustrative, n'est-ce pas? Je crois que... Nous employons le mot psychologique aujourd'hui, qui est toujours... N'est-ce pas cette intervention, au fond, c'est une vieille formule bien connue, mais si Montaigne a complètement renouvelé, en un certain sens, le genre de l'essai, c'est par cette irruption du moi, n'est-ce pas, sur laquelle insistait si justement M. Roulotte, n'est-ce pas, à l'instant même. C'est ce courage qui fait qu'il parle de lui-même, et qu'il parle de lui-même, bien entendu, de manière à nous intéresser non seulement à lui-même, mais à tout le monde. C'est l'illustre formule, n'est-ce pas? Tout homme porte la forme entière de l'humaine condition. Même quand il dit, n'est-ce pas, chacun regarde devant soi, moi je regarde devant moi, mais ceci, c'est pour le profit de ses lecteurs, ce n'est pas pour lui, il n'y a pas là d'égoïsme, pas d'égocentrisme, je pense. Et tout cela procède, en tout cas, cet apport personnel, et qui est dans le fond toute la richesse des essais pour nous, cet apport personnel et à valeur générale, procède de l'Amyot. C'est la lecture de l'Amyot qui l'a déterminé à cette forme même. Nous trouvons là un achèvement de cet humanisme dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir la satisfaction, la jouissance de son propre être, qui évidemment pouvait scandaliser le plus les morales religieuses de l'époque. Oui, mais qui ne s'opposait pas, je pense, aux morales religieuses, dans la mesure, n'est-ce pas, où cette contemplation de son propre être, cette recherche de son propre être, s'achevait, s'épanouissait, si vous voulez, en une soumission devant
Dieu, oui, sans doute, les derniers moments de Montaigne le montrent. Seulement, nous sommes en présence, là, malgré tout, d'une satisfaction dans l'hésitation, dans un certain scepticisme. Enfin, finalement, le mot qui me vient, c'est celui d'épicurisme. Oui, je crois que si l'on veut parler, n'est-ce pas, de toutes ces tentations qui pouvaient exister pour un homme du XVIe siècle, vous parliez d'épicurisme, vous avez évoqué un peu auparavant le scepticisme. On aurait pu parler des stoïciens. On pourrait encore ajouter les stoïcismes. Eh bien, peut-être, là encore, nous retrouverions Amyot. Je crois que là, Amyot a été aussi déterminant, n'est-ce pas? Parce que Amyot a permis à Montaigne, qui avait été stoïcien, et peut-être stoïcien à cause de Plutarque un peu. Les vies parallèles, n'est-ce pas, lui avaient donné le goût d'un certain orgueil de l'homme, cet orgueil qui s'était épanoui dans ce stoïcisme un peu boursouflé. Eh bien, les morales traduites par Amyot vont le guérir de ce stoïcisme boursouflé, parce qu'elles ont de plus doux, de plus familier, de plus humain, de simplement humain. Elles vont donc le guérir de cela. De plus, les morales sont en quelque sorte aussi une œuvre relativement religieuse et une œuvre qui porte à l'action, qui transpose en quelque sorte l'effort religieux sur le plan social. Je pense à telle page d'un traité comme le Contra Colotes, qui est effectivement un appel à l'action, une négation même de l'ataraxie chère aux stoïciens, et d'une action qui serait en quelque sorte illuminée par la grâce de Dieu, déjà dans le Contra Colotes. Et je crois que là, il y a une deuxième influence de Plutarque. Plutarque a donc en quelque sorte empêché Montaigne d'être trop stoïcien. Il le garde aussi de cette pente glissante qui serait celle du scepticisme pratique. Je ne dis pas que Montaigne ne reste pas un sceptique de pensée, mais le scepticisme pratique, celui qui aurait empêché Montaigne d'agir, et malheureusement d'écrire. Il faudrait insister sur son rôle social qu'il a exercé à la perfection. Justement, n'est-ce pas, s'il a pu exercer son rôle social à la perfection, je ne dis pas bien sûr que c'est grâce à Amyot, mais je dis que Amyot a pu l'encourager dans ce sens-là et ne pas lui... Confirmation. C'est ça, lui donner des raisons de justifier cette action. Et là, je pense que l'Amyot est encore capital. Parce qu'il va permettre à Montaigne d'aboutir à cette formule que M. Saulnier a appelée justement, je crois, un socratisme, une sorte de socratisme. Je suis très content que vous citiez le nom de Socrate, car c'est un de ceux que je crois il faut prononcer pour comprendre aussi l'unité dans cette évolution de Montaigne. Je crois que d'un bout à l'autre, avec les fluctuations qu'on a appelées stoïciennes, sceptiques, épicuriennes, etc., d'un bout à l'autre de l'évolution de sa pensée, Montaigne a eu comme modèle de méthode, bien plus encore que de contenu de philosophie, Socrate. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le nombre de fois où Socrate revient dans les essais, et saluer de quelle manière. La plus courte façon d'arriver à la gloire, ce serait faire par conscience ce que nous faisons pour la gloire. Et la vertu d'Alexandre me semble représenter assez moins de vigueur en son théâtre que ne fait celle de Socrate en cette exercitation basse et obscure. Je conçois aisément Socrate en la place d'Alexandre. Alexandre en celle de Socrate, je ne puis. Qui demandera à celui-là ce qu'il sait faire, il répondra « subjuguer le monde ». Qui le demandera à celui-ci, il dira « mener l'humaine vie conformément à sa naturelle condition ». Science bien plus générale, plus poisante et plus légitime. Le prix de l'âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément. Et ce socratisme, vous le qualifiez, je pense, M. Saulnier, d'épicurien. Oui, il y a une formule, voyez-vous, quand on parle de Montaigne, une si belle formule, elle est très connue, mais qu'il faut toujours la citer, n'est-ce pas? Sa définition même de la vertu montre bien ce qu'il y a en elle d'épicurien, peut-être plus encore dans la couleur que dans la teneur, mais le mot est évidemment valable. Je vous rappelle cette formule sur la vertu suprême, belle, triomphante, amoureuse, délicieuse pareillement et courageuse, ennemie professe et irréconciliable d'aigreur, de déplaisir, de crainte et de contrainte, ayant pour guide nature, fortune et volupté pour compagne. Eh bien, je crois qu'il ne serait pas excessif de dire que dans le libellé même d'une formule de ce genre pour définir l'idéal moral, il y a presque de la gourmandise.